Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Les moments de crise produisent un redoublement de vie chez les hommes. Parole de François-René de Chateaubriand. Paroles par lesquelles, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle édition d'Eco-Business dans son nouveau format, désormais diffusé chaque mercredi à partir de 21h. Pendant 2 heures, nous allons passer en revue les sujets majeurs sur le prisme économique, aussi bien au niveau du Cameroun, de l'Afrique que du monde. Et pour cette édition de ce mercredi 15 avril, nous mettons sur la table la problématique de la crise alimentaire. L'alerte est venue du programme alimentaire mondial. Est-ce que le Cameroun peut tenir? Le Cameroun peut-il être résilient sur le plan agricole, sur le plan alimentaire? Est-ce le cas également pour l'ensemble des pays de la sous-région et du continent africain? Ce sera la thématique, les réflexions que nous mènerons pendant 2 heures avec le panel qui nous accompagne. Ils seront en principe 2 spécialistes des questions économiques, mais surtout agricoles. Un troisième interviendra du côté de Paris. Bernard Djongan, que vous connaissez très bien, ingénieur agronome, nous apportera également sa grille de lecture par rapport aux mesures gouvernementales qui prédisent tout sauf le chaos sur le plan de la sécurité alimentaire. Je m'en vais vous présenter le tout premier panéliste qui est déjà bien installé dans ce studio. Il se nomme Thierry Niamen. Bonsoir à vous, Thierry. Bonsoir à tous nos téléspectateurs et c'est un plaisir renouvelé d'être là. Alors, vous êtes à la base docteur en mécanisation agricole, donc un spécialiste en la matière, mais vous êtes également chef d'entreprise. Vous dirigez depuis 20 ans aujourd'hui une entreprise qui a commencé tout doucement dans le domaine agroalimentaire, qui cette année célèbre ses 20 ans d'existence. Donc, la thématique de la sécurité alimentaire est un sujet qui vous sied bien. Oui, bien évidemment, de par ma formation, la mécanisation agricole qui se résume en l'ensemble des machines qu'on utilise dans l'agriculture, de la culture jusqu'à sa transformation. À la fin de mes études, je me suis beaucoup plus consacré à la valorisation, de la transformation des produits agricoles. Et voilà, si 20 ans que nous essayons d'essayer d'apporter des solutions, des solutions locales à la problématique de la nutrition au Cameroun. Et voilà, nous célébrons, comme vous avez dit, nos 20 ans et c'est un plaisir. Alors, j'ai envie de vous demander, le monde entier, l'Afrique, le Cameroun, subit les affres de la pandémie du coronavirus avec son lot de morts, son lot de douleurs et de tristesse. Au sein de votre entreprise, comment on vit, entre guillemets, le confinement? Comment on subit la pandémie? Est-ce que les activités continuent normalement ou alors c'est plutôt une opportunité, une aubaine pour vous en cette période de crise? Je pense que au-delà de tout, cette pandémie, elle est mondiale. Elle est connue de tous. Et bien évidemment, il y a des mesures de protection qui sont imposées au niveau du Cameroun par le gouvernement, que nous respectons et qui nous a permis plutôt d'harmoniser, de réguler un peu en réduisant les effectifs, en travaillant en ligne pour ceux des postes qui étaient possibles, en respectant les 1 mètre et en portant des masques qui étaient déjà, il y avait des masques que nous portions bien avant pour la protection, mais cette fois-ci nous avons des masques encore plus sophistiqués, plus adaptés pour cela. Et nous subissons parce que cette pandémie crée une certaine psychose au niveau de la population, mais pour nous, il est important de dire il y aura une vie, il y aura un après-corona. Ça veut dire que, comme je postais encore sur mon statut de ce matin,
le confinement est uniquement physique. Il n'est pas spirituel, il n'est pas intellectuel et il est non plus stratégique. Ça veut dire que NTFoot, notre entreprise, nous travaillons dur pour être à la hauteur des enjeux. Et aujourd'hui, nous parlons des enjeux de l'agroalimentaire. Nous pensons que nous allons apporter du répondant devant cette crise parce que quand les gens sont confinés, bien évidemment, ils doivent manger. Et manger, c'est ce que nous faisons au J'ai quotidien. retenu quelque chose dans votre propos. Vous avez dit que vous avez dû réduire les effectifs. Ça veut dire que vous avez envoyé une partie de votre personnel en congé technique, c'est ça? Nous avons plutôt essayé de cadencer parce que dans un service de 3 quarts que nous avions avant, aujourd'hui, nous nous arrangeons par exemple pour espacer les distances entre les postes de travail. Nous faisons des équipes qui se relaient. Donc les équipes se relaient, chacun travaille, mais avec un programme, avec des horaires déjà bien différents de ce qui était avant, pour justifier cette fin du mois. Vous savez, les PME, dans un confinement total, seront les premiers à payer le prix. D'accord. Alors, une actualité, je vais terminer par là avec vous. Traité par nos confrères de la presse écrite, il semble que certaines PME, certains particuliers peinent à avoir des crédits au niveau des banques. Vous avez fait face à cette situation? Il y a une sorte de frilosité dans les banques. Vous la ressentez en tant que PME? Non, je crois qu'il est important de dire qu'il y a certains de nos compatriotes qui peinent à joindre les deux bouts. Dans tous les cas, vous savez que tous ceux qui sont, par exemple, dans le tourisme ont arrêté complètement avec leur activité. Oui. Certaines grandes enseignes ont complètement fermé du côté de Douala et Yaoundé. Voilà, bien sûr. Vous savez aussi que au niveau de tous ceux qui travaillent dans la soirée, à partir de 18h jusqu'au matin, qui était leur revenu, ça veut dire que, bien évidemment, ceux-là n'ont plus de revenus. Et s'ils n'ont plus de revenus, il y a un impact. Et comme dans l'évolution de la maladie, on ne connaît pas. Je pense que les banquiers sont dans un business. Font preuve de prudence. Font preuve de prudence. Nous écoutons aussi ce qui se passe dans d'autres pays et nous nous posons des questions parce que les traites au niveau des banques, pour le moment, je n'ai pas reçu une note qui m'exemple de cette note dont je suis obligé de payer les traites et d'avancer. Ils sont aussi dans leurs droits. Vous savez, c'est l'argent des épargnants. Il faut pouvoir le donner dans un secteur d'activité où on est sûr qu'on peut avoir des retours d'investissement. Très bien. Alors, nous allons accueillir le deuxième invité. Il est économiste, chercheur à l'Institut des relations internationales du Cameroun, mais c'est davantage en sa qualité d'expert en courtage financier agricole que nous le recevons ce soir. Aristide Milol, bonsoir. Bonsoir, Serge Sebo. Bonsoir, monsieur Thierry Niamen. Toujours content d'être parmi vous pour pouvoir commenter de cette actualité qui nous fait frémir au jour le jour. Le confinement, comment vous le vivez? Je le vis comme tous les Camerounais. Il y a une administration qui fonctionne en demi-teinte, tout est pratiquement arrêté et on ne peut plus rien faire comme par le passé. Maintenant, tout s'est fait à travers ce qu'on appelle le télétravail. C'est-à-dire, nous sommes beaucoup plus dans nos machines et puis nous avons des tâches que nous pouvons faire, des consultations que nous pouvons envoyer facilement à travers Internet. Bon, pour nous, c'est encore un peu plus facile, mais pour les autres, c'est pas facile. C'est très difficile à vivre ce confinement. Très bien, merci de nous faire l'amitié d'être là ce soir. Je l'annonçais à l'entente de cette émission. La thématique centrale sera consacrée à la sécurité alimentaire. Une alerte a été donnée par le Programme alimentaire mondial. Les autorités camerounaises, notamment le ministre de l'Agriculture, le ministre du Commerce, sont, on va dire, sur le court terme rassurants. Alors, avant d'ouvrir le débat, je vous invite, mesdames et messieurs, à suivre cette déclaration du ministre Gabriel Bayrobé, ministre de l'Agriculture, du Développement et du Développement rural. Il s'exprimait très récemment à l'occasion de l'ouverture de la saison agricole, de la campagne agricole pour la zone méridionale du Cameroun. Nous l'écoutons et nous revenons pour la suite.
situation de la sécurité alimentaire au Cameroun, les résultats de l'analyse du cadre harmonisé du mois de mars 2020 a révélé que sur 58 départements analysés, on peut dire qu'il n'y a pas de famine, de situation de famine au Cameroun. La situation alimentaire est bonne dans 17 départements. Elle est relativement acceptable dans 32 départements. Par contre, on observe une dégradation dans 9 départements qui sont en phase de crise, précisément les régions du nord-ouest et du sud-ouest affectées par la crise sociopolitique. La pandémie du Covid-19 qui affecte le Cameroun et son lot de contraintes, il faut craindre à moyen et à long terme des conséquences négatives sur le secteur agricole, notamment la menace sur la sécurité alimentaire, la nutrition et les revenus des entrepreneurs agricoles et des petits producteurs, la flambée des prix des denrées alimentaires, la diminution de l'offre des produits dans les marchés urbains et ruraux du fait de la restriction des mobilités interurbaines. Notre rôle en tant que pourvoyeur de produits agroalimentaires, c'est de renforcer la résilience de notre agriculture afin de continuer à assurer la sécurité alimentaire de nos populations et les revenus indispensables aux producteurs pour leur bien-être et au développement de la nation tout entière. Dans cet objectif, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a développé un plan de réponse articulé sur 4 axes majeurs. Il s'agit, premièrement, de réduire le risque de pénurie alimentaire à travers le déploiement des cultures vivrières à cycle court et de grande consommation. Deuxièmement, consolider les acquis de la filière cacao afin de continuer à assurer des revenus aux agriculteurs et approvisionner notre économie en devises. Troisièmement, améliorer l'accès au marché et assurer la sécurité sanitaire des produits agricoles. Et en dernier lieu, garantir la survie des entrepreneurs agricoles et des petits producteurs face au Covid-19. C'était là un extrait du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbaye-Robé. Rappelons également qu'en matière de mesures gouvernementales, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga-Tangana, se veut également rassurant, mais sur le court terme, selon les assurances reçues du côté du ministère du Commerce, les stocks de produits de grande consommation disponibles au Cameroun pourrait couvrir une période de 3 à 4 mois, soit 191 265 tonnes de riz, 40 718 tonnes de poissons, 100 302 tonnes de pâtes alimentaires et 2165 tonnes de lait. Je commence par vous, Thierry Niamen. Sur le court terme, il n'y a pas de risque d'insécurité alimentaire au Cameroun. Ce sont des assurances auquel on peut accorder un certain crédit venant du ministre de l'Agriculture et également son collègue du Commerce. Les stocks sont stables jusqu'à présent, sur une période de 3 à 4 mois. Oui, bien évidemment, nous devons savoir que sur un angle politique, les ministres sont en train de jouer leur rôle. Mais maintenant, est-ce que dans la réalité ou alors dans une perspective à venir, l'essentiel, c'est de compter les stocks disponibles? Je pense que, au regard des enjeux qu'il y a dans le futur, j'aurais pensé que la problématique maintenant, c'était de savoir comment profiter de cette occasion et de se dire, il faut relancer la production locale. Vous avez bien évidemment dans vos propos cité un certain nombre de produits. Et tout ça me faisait un peu sourire parce que vous étiez encore une fois de plus en train de célébrer, de valoriser les planteurs, les agriculteurs des autres pays. On parle de stock de riz. J'aimerais savoir si c'est le riz de Yagua, si c'est le riz camerounais. Ou alors du riz thaïlandais. Oui, ou alors c'est du riz venant de l'autre côté. Ou on parle du poisson, est-ce que c'est du poisson importé? Nous avons là l'occasion, plus que jamais, et ça je le dis avec beaucoup d'insistance, plus que jamais, de relancer, de valoriser, de dire que c'est chez nous que nous allons commencer à produire pour apporter des solutions.
Parce que, on dit dans 3 mois, mais il faut regarder maintenant nos pourvoyeurs, et j'ai aussi suivi dans l'actualité, que les Vietnamiens sont en train déjà de voir dans quelle mesure ils vont diminuer leurs exportations afin d'assurer parce que il y a aussi un enjeu de l'autre côté. Nous ne sommes pas les seules victimes. Nous pensons, nous dormons sur nos lauriers dans l'espoir que des autres vont produire et nous donner, alors qu'eux-mêmes, ils sont dans la même pandémie. Je crois que l'occasion nous est donnée plus que jamais de profiter de cette occasion et de donner la possibilité aux jeunes, aux PME, aux entreprises capables de valoriser. J'aurais bien voulu qu'on me dise que les surfaces agricoles ont été encore augmentées pour avoir une bonne quantité de maïs. Vous avez cité le blé, qu'on nous dise qu'on commence déjà à enrichir le pain avec la farine locale, avec la patate. Et tout ceci montre que il ne faut pas que notre économie soit extravertie. Il faut qu'on soit en mesure d'apporter une réponse. Et la réponse doit être africaine. La réponse doit être africaine parce que dans tous ces enjeux, il y a un enjeu économique et il y a un enjeu géostratégique qu'il faut profiter et donner et mettre un peu du carburant à cette population qui a envie et qui veut seulement travailler. Aristide Milor, est-ce que vous êtes convaincu par les assurances du ministre de l'Agriculture et son collègue du Commerce sur le court terme, ou cela vous suscite quelques inquiétudes au cas où la pandémie viendrait à perdurer à l'horizon 3-4 mois, on vivrait une situation extrêmement sensible sur le plan alimentaire au Cameroun? Oui, ce qu'il faut relever d'ores et déjà, c'est que l'économie camerounaise n'est pas une île isolée du monde. Nous sommes dans les relations internationales et ce qui se passe ailleurs forcément va impacter notre situation économique. Alors, il serait impensable de dire que si la situation se détériore ailleurs et que sur les 1 mois et que nous, au bout de 3 mois, nous soyons toujours en situation, je vais dire, nous sommes toujours dans les bonnes situations. Ce qu'il faut dire, c'est que dans des échanges internationaux, dans les échanges publics, les économies ont tendance d'abord à satisfaire d'abord l'intérieur avant de se lancer à l'échange international. Donc on se rend compte malheureusement que notre économie, comme la majorité des économies africaines, sont beaucoup plus portées vers des importations. À importer pour satisfaire la demande intérieure. Comme quoi nous n'arrivons pas à nous spécialiser dans cet échange international, nous n'avons pas trouvé les canevas qui permettent de produire en quantité supérieure et pouvoir nourrir notre population. Vous voyez, c'est dans des situations pareilles qu'on aurait pu mettre ce qu'on appelle, ce qu'en Asie, les 4 dragons ont opéré dans la deuxième moitié des années 90, des années 80. C'est cette transformation des importations en exportation. C'est-à-dire, nous transformons ce que nous importons, nous produisons ce que nous importons pour pouvoir remplacer ce que nous importons aujourd'hui par des exportations. Ça va permettre déjà de dégager une marge supérieure d'autosuffisance alimentaire et pourquoi pas de pouvoir aussi inonder le monde avec des produits made in Cameroun. C'est là l'occasion plus que jamais qui est donnée à l'économie, aux économies africaines, parce que l'économie camerounaise est une économie comme toutes les autres économies africaines. Ils sont tous classés selon le classement de la Banque mondiale comme étant des économies à revenus intermédiaires, tranche inférieure ou tranche supérieure. Je crois qu'il n'y a que l'Afrique du Sud et le Maroc qui bénéficient de cette tranche supérieure. Nous sommes tous des économies africaines, revenus intermédiaires, tranche inférieure. Donc il est important pour eux de procéder par des méthodes beaucoup plus bien pensées, n'est-ce pas, beaucoup plus sectorielles pour pouvoir harmoniser et contrôler maintenant la production intérieure. Ce que le ministre dit, il le dit dans un sens bien précis. Il a pour objectif de ne pas alarmer la population. Donc c'est un discours politique. La réalité est bien tout autre. La réalité, c'est que ces importations que sont citées, le riz et tout ça, pourront arriver à manquer lorsque la situation à l'extérieur ne va pas. Donc, s'il faut anticiper dans la mesure où on sait
que nos économies sont totalement portées à l'importation, nous faisons des mauvaises anticipations dans ce sens-là. Parce que imaginez que la situation jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore une vue sur la situation avec le Covid-19. Le monde entier aujourd'hui ne fait que rallonger les périodes de confinement. Et partout ailleurs, vous savez, en Europe, pratiquement, il y a 10% qui sont perdus sur le PIB. Donc, en ce qui concerne le taux de croissance, donc les économies vont entrer en ralentissement. Et nous ne sommes pas des économies en autarcie, nous ne sommes pas isolés. Nous allons subir de grands fouets cette période de ralentissement. D'autant plus que nous sommes dépendants de ces économies. Alors, il est important qu'on mette des mesures beaucoup plus locales, des mesures d'adaptation pour arriver à nous, non pas à résorber la situation, mais à mieux se prémunir, ou alors à pouvoir améliorer les conditions de vie, ou à garder tout au moins les conditions de vie des Camerounais qui vivent dans des conditions difficiles. Alors c'est pour emboîter dans l'idée de monsieur, de mon copanéliste qui disait effectivement que les PME camerounaises devraient bénéficier à travers des mesures fortes de l'État de cette période pour pouvoir regagner en termes de compétitivité à l'intérieur et en termes de variabilité dans les produits. Alors, tous ces produits qui sont importés là, c'est des produits que nous pouvons produire localement. Il faut juste qu'il y ait des mesures d'accompagnement, des motivations ou alors des motivations à l'investissement. Il faut dire que les conditions d'investissement sont assez rocambolesques et compliquées. Déjà avant de revenir sur les mesures globales, le ministre de l'Agriculture, parce que nous avons en intégralité son discours, il dit dans la perspective quand même de la survenance des pénuries alimentaires, son ministère s'engage à apporter des appuis spécifiques pour certains types de produits, notamment le manioc, le maïs, le riz pluvial, la banane plantain, la pomme de terre et la tomate aux agriculteurs. Parlant par exemple du manioc, il est prévu un appui de 11 410 000 boutures de manioc certifiées. Parlant du maïs qui représente 40% de la base de l'alimentation des Camerounais, il entend apporter 1649 tonnes de semences certifiées. En ce qui concerne le riz pluvial, notamment qui est développé du côté de la Semerie, plus de 60 tonnes de semences de riz pluvial, y compris le riz pluvial de bas-fond, sera mis à la disposition des agriculteurs de la zone méridionale. Ce sont quand même des appuis, Thierry Niamène, qu'on peut saluer. Les projections il est assez prévenant, le ministre. Il se dit, au-delà de 3-4 mois, si la pandémie ne s'est pas arrêtée, voilà, on anticipe en apportant des appuis stratégiques aux agriculteurs. Permettez-moi d'être très sceptique. Permettez-moi sincèrement d'être très sceptique parce que ça fait des années que nous tenons les mêmes discours. Je ne sais pas comment est-ce que vous voyez cela dans sa réalisation. Pour moi, on ne peut évaluer les stratégies que dans leurs résultats. Est-ce que le panier de la ménagère est-ce que le ménager pourra avoir un produit? Parce qu'on dit qu'on n'a pas faim au Cameroun. Mais si on regarde les prix pour lesquels nous achetons nos produits, on va dire non, on peine à se nourrir. Cela veut dire que, oui, le manioc, le maïs, mais si on va se retrouver en supermarché et de voir que les produits made in Cameroun sont toujours au bas de l'échelle, ne sont pas en première classe, sont à 5-10% maximum dans les supermarchés, je peux vous assurer que tout cela sera comme des coups d'épée dans l'eau. Je pense qu'il faut se réveiller et changer de stratégie. Parce que partager les semences ou alors donner une prime au résultat, je peux vous assurer qu'on peut avoir des choses meilleures. Il suffirait d'avoir les subventions, les montants qui devraient être donnés, qu'on le donne plutôt à la fin. Parce que beaucoup ont reçu ces semences, mais on n'a pas eu le produit sur le marché.
Si le produit sur le marché peut avoir une subvention de l'État, vous allez voir des jeunes qui vont aller se mettre au travail. C'est-à-dire la prime pour le résultat. Dites que sur chaque cajot de tomates, par exemple, le cajot de tomates qui se vendra à 4 000, l'État pourra, même s'il vend à 3 000 francs, l'État va lui donner 1 000 francs par cajot de tomates. Vous allez voir des jeunes avec des cajots de tomates sur le terrain. Mais si vous partagez la semence pour avoir des cajots de tomates, je ne suis pas sûr que vous aurez le résultat parce que dans le partage, les vrais travailleurs sont toujours exclus. Nous pensons que... Mais si les semences ne sont pas mises à disposition et certains agriculteurs se plaignent aussi même du coût excessif de certaines semences. J'ai fait mécanisation agricole et je pense que je suis dans mon... Tout à fait. Oui, je me sens très à l'aise quand je soulève ce sujet. Je parle d'une prime à la fin du résultat. Une sorte de prime à la performance. À la performance. À la performance, vous allez voir les vrais travailleurs pouvoir se mettre sur le terrain. J'explique, c'est très simple. On dit encore qu'au lieu de donner la semence au début, on peut convertir cet argent et le donner à la fin. Parce que les gens prennent et ne sont pas capables de produire. Et ça s'est déjà vu, même dans la manière avec laquelle on produit les semences, puisqu'on n'a pas le résultat. Mais je crois que il y a un autre aspect qui me semble fondamental. Si on va rester dans ce côté primaire, où il n'y a pas de valeur ajoutée, c'est-à-dire si dans le manioc, qu'on dit qu'on va augmenter les semences, ce manioc c'est pour faire quoi? Si on réduit l'importation d'amidon, si on réduit les circuits d'importation de ces produits dérivés pour lesquels... Parce que même si on accompagne le paysan et en même temps on ouvre les frontières, vous allez vous retrouver que ce paysan aura un produit qu'il ne pourra pas vendre. Et c'est pour cela que ceux qui sont déjà en train de valoriser les produits agricoles locaux sont connus, sont identifiés. On n'a même plus besoin d'aller les voir. Les gens ont des machines qui tournent. Il suffit de préparer la chaîne des valeurs. Vous allez voir que mon fournisseur de maïs est capable de multiplier sa production par 5. S'il est sûr qu'il y aura quelqu'un qui va transformer, et on transforme pourquoi? Parce qu'on va le mettre en supermarché. S'il est sur des commandes. Sur des commandes. Donc, ce serait une prime au résultat et non le partage des dividendes au départ. Je peux vous assurer que, attendons un peu, si on peut faire le bilan, vous allez vous rendre compte que je ne suis pas loin de la réalité. Aristide Milol, vous partagez l'approche de Thierry Niamène. Au lieu des appuis au début, il propose plutôt des primes à la fin. Question d'inciter les agriculteurs à se mettre eux-mêmes au travail, faisant peut-être référence à certains scandales qui ont déjà eu lieu, des primes qui avaient des appuis apportés à certains GIC dont la traçabilité ne pouvait pas être effective. Oui, il prend le bout d'un côté, je suis d'accord avec lui, parce que là, il se place du côté de l'investisseur. C'est-à-dire de l'entrepreneur, il se place du côté de l'entrepreneur. De l'entrepreneur. Oui, c'est-à-dire du côté de l'offre. Moi, je voudrais aussi évoquer ce qu'il dit de ce côté-là est tout à fait totalement pertinent. Je me place de l'autre côté de la demande, c'est-à-dire de celui qui doit acheter ses produits. Il faut dire qu'il soit en situation de pouvoir acheter. Parce que n'oubliez pas que la situation de Covid-19 va entamer sur les revenus des uns et des autres. C'est-à-dire que le consommateur sera à la limite incapable d'acheter des produits qui sont même sur le marché. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que nous aurons une situation à deux pans. Au niveau de l'offre et au niveau de la demande, il faudrait arriver à résoudre ce problème. L'État peut surtout en fonction des types de, on va dire, des produits. Bien sûr. La demande est le plus souvent destinée à l'exportation. Bon, voilà. Une fois qu'on ne peut plus exporter, les commandes ne vont pas suivre. Ce qui est sûr, c'est que si les échanges sont impactés, nous aurons un sort de la balance commerciale qui sera déficitaire. L'État ne pourra plus faire entrer des recettes, ce qui va impacter sur l'assiette budgétaire de l'État, qui pourra aussi impacter à long terme sur les salaires des fonctionnaires. Donc l'État pourra se retrouver en difficulté de paiement, en défaut de paiement, pour ce qui concerne la dette intérieure. Et cela pourra impacter les consommateurs à travers, par exemple, leur pouvoir d'achat. Ça, c'est des mesures qu'il faudrait voir. Je crois qu'il ne faut pas... une crise qui est mondiale comme celle-là a des impacts économiques importants. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier, quand on analyse du côté de l'offre, ne pas oublier l'autre côté qui est le côté le plus sensible d'ailleurs, c'est le côté de la demande.
qu'on produit pour qui va acheter avec quoi? Puisque les gens aujourd'hui sont réduits pratiquement à ne plus rien faire, forcément il n'y aura pas de revenus d'ici beaucoup de temps. Parce qu'il faut évaluer au cas par cas. Le cas de M. Thierry Niamène, lui, il est au stade de la transformation. Bien sûr. Il passe la commande à aux agriculteurs, mais il y a des agriculteurs qui eux-mêmes, du début jusqu'à la fin de la chaîne, contrôlent toute leur affaire, c'est-à-dire qu'ils produisent pour vendre directement Bien sûr. du côté de l'Occident. Bien sûr, monsieur, je vais vous dire une chose. Si M. Thierry Niamène arrive à produire et qu'il se rend compte que la demande qu'il avait... Il ne produit pas, lui il transforme, il passe des commandes. Quand il transforme, il a des produits. Ça peut être des produits semi-finis ou des produits finis. Tout à fait. Qu'il passe à la commercialisation. Mais s'il se rend compte que la demande qu'il lui a adressée a baissé, il va forcément réduire sa production. Parce qu'il ne va pas produire à perte. Sinon, il va falloir qu'il réduise les salaires de ses employés. Parce qu'effectivement, il va falloir que si je produis et qu'on n'achète pas sur le marché, que je puisse au moins rentrer sur ce qu'on appelle le coût d'investissement. Alors, c'est à ça qu'il faudrait un peu arriver à résoudre le problème. À un moment donné, il faudra donner la possibilité aux gens d'acheter ce qui est sur le marché parce qu'ils ne travaillent plus, ils n'ont plus de rémunération, ils sont confinés. Donc, les répercussions pourraient être énormes. Donc, vous adhérez à la solution de l'État. C'est une solution à un côté. C'est pour ça que je dis que c'est une solution du côté de l'offre, c'est-à-dire que du côté pour l'accompagnement de la production. Mais comment accompagner dans la consommation? Il faudrait qu'on mette ces mesures-là aussi. Oh, oui, je crois que ce qu'il dit est assez pertinent, mais la solution reste toujours au niveau de l'équilibre de l'offre et de la demande, où il a bien expliqué. Les prix, qui fixe le prix? C'est l'offre, voilà. C'est la demande. Les prix se régulent seuls. Bien évidemment, si nous nous rendons compte que les Africains, que les Camerounais peuvent commencer à valoriser, à transformer leurs produits, la grande production, bien évidemment, va faire baisser les prix. Et je peux vous assurer que de tout ça, ce que je retiens de mon compagnonniste qui soulève le problème de l'accompagnement, c'est que depuis un certain temps, je me pose la question, est-ce que l'État sait qui a à mettre la main dans la poche? L'État doit mettre la main dans la poche pour que tout le monde ne transforme pas. Tout le monde ne sera pas dans cette chaîne alimentaire. Il y a d'autres qui sont dans le cosmétique, il y a d'autres qui sont dans d'autres produits. Mais je suis persuadé qu'il y aura un prix à payer. Et ce prix à payer, ce sera une période assez difficile où on va demander à nos concitoyens de serrer la ceinture. Bien sûr. Mais en serrant cette ceinture, il y a une lueur d'espoir. Parce que imaginez-vous, nous importons tout. Ah ben oui. Parce que si 60 ans après l'indépendance, on peut encore importer les cure-dents, vous comprenez à quel point nous avons des cerveaux congelés. Cela signifie qu'il faut regarder les choses autrement et apporter des petites solutions. Je vous dis, ce sont des petites solutions. Avec les produits locaux, nous pouvons inonder le marché, réduire même ce qu'on appelle l'exportation. Je peux vous assurer qu'en produisant suffisamment sur le plan local, nous pouvons inonder même la sous-région. Vu le dynamisme des jeunes Camerounais et vu la grande tendance des jeunes à se mettre dans la valorisation du Made in Cameroun. Le Made in Cameroun, c'est l'occasion ou jamais pour les décideurs. Et là, je peux vous dire quelque chose. En tant qu'acteurs, ils n'ont plus le choix. Sincèrement, si les décideurs nous écoutent aujourd'hui, je préfère encore dire, vous n'avez plus le choix. Le choix, c'est de valoriser les produits locaux. Il n'y a plus de choix. Parce qu'ailleurs, tout le monde est confiné pour d'abord s'occuper de sa propre population. Et si nous attendons que ceux qui sont confinés en danger produisent pour nous, ce serait une honte. Je dis encore que nous n'avons plus le choix et c'est le moment de travailler encore dur. Et c'est pour ça que je vous ai dit dans mon entame que le confinement n'est pas uniquement physique, mais il ne peut pas nous empêcher de réfléchir sur les stratégies, sur la manière d'apporter des solutions. Parce que même dans la solution sanitaire, on ne peut pas rêver, importer, même les cache-nez. Je trouve cette technologie banale pour que nous puissions importer les cache-nez. Je trouve que c'est même scandaleux. Quand on voit le nombre de couturiers qu'il y a sur place, ça veut dire qu'on peut donner des cahiers de charges, des normes technologiques, et vous demandez, chaque quartier pourra produire énormément de cache-nez. Mais tout ça peut être subventionné
pas cet argent qu'on veut aller faire tourner les usines ailleurs. Nous sommes fatigués de comprendre que les usines vont tourner ailleurs et nous serons seulement les acheteurs. Jusqu'à quand nous serons toujours la risée des autres? C'est la risée des autres. Un cache-nez, banal. Très bien. Pour illustrer vos propos, pour parler de la dépendance du Cameroun, nos importations, on va donner rapidement quelques chiffres. Par exemple, les importations de blé et de malt qui coûtent au Cameroun environ 149 milliards chaque année. Les importations de poissons élevés à peu près à 200 000 tonnes qui coûtent au Cameroun 170 milliards chaque année. Les importations de soja est également estimé à peu près à 14 milliards annuellement, alors que les paysans qui sont engagés dans la production du soja n'ont des ressources évaluées qu'à 4 milliards. Alors, vous avez suivi la réflexion, Henri Milol, de Thierry Niamen. Il faut mettre la main à la poche, il faut subventionner les PME, celles qui sont spécialisées dans le Made in Cameroun. D'où viendra l'argent? Eh bien alors, c'est là toute la question. Il s'agit de trouver des ressources pour financer des emplois. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans une situation comme celle-là, où le monde subit une crise de plein fouet, les répercussions, parce qu'il faudrait que les gens comprennent le mécanisme. Le mécanisme, c'est lequel? C'est que pendant que les pays sont en train de financer la santé, ils s'endettent. Ils s'endettent énormément. Ils s'endettent, et quand ils s'endettent au sortir de cette crise sanitaire, on va entrer dans une crise de la dette, une crise budgétaire. Alors, notre économie a ceci de particulier qu'elle ne prend pas la situation au bon bout. On est dans une espèce de divagation ou de distraction où les véritables enjeux sont mis ailleurs. Pour financer ces agriculteurs ou bien ces industriels, je vous assure qu'il suffit simplement de revoir les mesures fiscales. On n'a pas besoin de leur donner de l'argent. On a juste besoin de revoir les mesures fiscales. Alors, c'est l'un des éléments les plus importants dans l'augmentation de l'offre. C'est la réduction de l'impôt. Lorsque la fiscalité est réduite, les entreprises ont une espèce de boule d'air, n'est-ce pas, de boule d'oxygène pour pouvoir continuer à produire sans difficulté. Et c'est ça qui est, pour ma foi, aussi simple. Mais quand on voit comment on distrait tellement les gens en faisant des programmes qui, à la longue, n'apportent rien, permettent simplement d'enrichir ceux qui programment ou alors ceux qui créent ces programmes, pendant que la plus grande majorité des Camerounais qui, au quotidien, se débrouillent pour vivre, continuer à souffrir dans la misère. Alors, il ne suffit pas de prendre l'argent pour donner aux Camerounais. Ça, c'est très compliqué. Il suffit juste de leur dire, l'argent que vous nous donnez là, réduisez un peu. Mettez-le là dans votre activité, puis vous allez voir. Cela va redonner de l'essence. Parce que je vous rappelle que beaucoup d'entreprises sont entrées aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'économie souterraine. Parce que, n'arrivant pas à subir ce qu'on appelle de manière simple la répression fiscale, elles sont entrées dans l'informel. Elles ont fermé devant, elles ont ouvert derrière. Non, vous comprenez? Donc c'est ça la réalité. C'est pas la magie. L'État est le baromètre de toute chose. Lorsqu'il décide dans sa politique économique, bon, on a vu, ça c'est une crise qui est arrivée. Personne n'a prévu cette crise dans le budget. Maintenant, une des choses qu'on devait voir, pour ma foi, la plus simple qu'on devait voir, c'est que lorsque la crise arrive, qu'on revoie un peu, qu'on amende un peu le budget, qu'on revoie les enveloppes et qu'on revoie... C'est d'ailleurs l'une des recommandations de la dernière réunion des ministres des Finances du côté de Brazzaville le 28 mars, qu'il fallait réévaluer les dépenses publiques. Mais bien sûr. Réduire, faire des rabots. C'est la chose la plus sensée. Lorsqu'il y a une difficulté à l'extérieur, vous revoyez un peu votre porte-monnaie. Vous dites que bon, tiens, les dépenses qu'on a prévues ce matin, là, je crois qu'on va devoir les réduire. Les choses qui sont accessoires, on les met en arrière-plan. Surtout comme dans un programme, on peut renvoyer ça une année ou bien dans 2 ans. C'est un fonds d'affectation peut être gelé. C'est ça qu'on appelle de manière simple. On peut faire un amendement sur le budget. C'est possible, c'est prévu dans la loi. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir et dire simplement que bon, ok, tout ce qu'on a prévu comme dépenses là, ça va nous coûter beaucoup. On réduit ça parce qu'on a besoin que les entreprises aient de l'air pour produire localement et relancer l'économie camerounaise. Oui, permettez-moi de dire quelque chose qui me semble fondamental. Je crois qu'enfin, peut-être, moi je dis toujours que le Covid-19 est une opportunité pour l'Afrique.
est une opportunité pour le Cameroun. Dites-moi sincèrement, est-ce qu'on a besoin, parce que votre question est fondamentale et votre question est une question que se pose tout le monde. D'où viendra de l'argent? Mais nous avons suffisamment d'argent chez nous. Il vient de donner la piste simple. On n'a pas besoin de faire aligner des gens dans un carrefour pour leur distribuer de l'argent. Il faut qu'on arrête de croire que si on aide un créateur de richesse, c'est pas pitié. Nous devons fabriquer nos champions. Les champions existent dans les domaines. Il faut les remettre en... Et il dit quelque chose. Demandez... Et moi, je demande encore aux autorités, est-ce que tout ce qu'on est en train de dire là, nous écoutons comment d'autres pays sont en train de prendre des mesures? Quelle est la mesure qu'on a prise pour les entreprises? Même dit qu'on a réduit d'1% de quelque chose. Une annonce, même d'1% pour dire, nous savons que c'est grâce à vous que pour vous, le gouvernement est sensible à la détresse des entreprises? Bref, peut-être si c'est pas insensible, je ne sais pas. Ils sont sensibles, mais je n'ai encore rien écouté. Je n'ai encore rien écouté parce que j'estime que c'est nous qui contribuons au PIB. C'est nous qui contribuons à la création de la richesse. À la création de la richesse. C'est nous qui donnons des emplois. Si nous sommes fébriles, si nous ne sommes pas sereins, et ça, je peux vous assurer qu'il y a des capitaines d'industrie qui ont arrêté un peu dans un certain nombre d'investissements. Vous savez, dire par exemple à quelqu'un que, je ne sais pas, les charges sociales, prenons au niveau de la CNPS, que vous n'allez pas payer, ou alors vous allez payer 30%, parce qu'on n'est pas dans le 100% gratuit, on ne va pas saigner l'État. Nous demandons juste que l'effort soit fait de tous côtés. Nous, on ne demandera pas aux entreprises qu'est-ce que vous avez à donner pour l'effort pour le Covid. Nous voulons aussi entendre qu'est-ce que le gouvernement accompagne. Je vais vous dire, quand vous suivez à l'international les grandes entreprises qui annoncent des dons, mais quand ils annoncent ces dons, c'est sur la base des réductions qui ont été faites dans leur charge, qu'ils nous proposent maintenant comment ils vont pouvoir aider les fonctionnaires, ceux qui nous dirigent, ceux qui sont en charge d'organiser la machine pour que ça puisse donner, devraient comprendre que leur suivi, notre suivi, la suivi des autres, et surtout de ce qu'on vient de dire, de ceux qui auront le pouvoir d'achat pour aller sur le terrain, réside dans la capacité aux entreprises de ne pas mourir. Est-ce que vous savez, quand quelqu'un dit « je vais fermer mon entreprise », cela devrait être une situation très grave, catastrophique. Mais chez nous, on a l'impression que si on ferme, tu peux fermer. Non, on doit, c'est un problème. On doit empêcher aux entreprises. Tu veux fermer, on dit non, tu ne fermes pas, parce que c'est toi qui nourris les enfants du Cameroun. Alors, mais ce que je voulais dire, si vous permettez, c'est que dans cette logique-là, l'État n'a pas pris. C'est pour ça que je dis que l'État n'a pas pris la chose du bon bout. Nous avons un objectif. Là, la politique économique, dans ses objectifs, est à ce qu'on appelle la stabilité de l'emploi. Voilà quelque chose qui peut déstabiliser l'emploi au Cameroun en peu de temps. Ce n'est pas d'ailleurs qu'au Cameroun, il suffit seulement d'écouter les chiffres ailleurs. Vous allez comprendre que... Du côté du crédit, dans son annonce, il y a des crises sociales qui vont suivre en cette période de Covid. Le bouchon saute rapidement au niveau des entreprises. C'est l'un des éléments les plus réactifs. Lorsque la situation est compliquée, on dépresse le personnel. C'est comme ça. Et vous comprenez, c'est là qu'est directement le chômage. Et quand il y a le chômage, qu'est-ce que ça veut dire quand on dépresse? Ça veut dire qu'on enlève un consommateur en plus. Et si un consommateur est enlevé, c'est une famille. Ça veut dire que c'est toute la demande au niveau de l'entreprise qui va diminuer. Et on va entrer dans une espèce de cercle vicieux. Donc l'État doit protéger l'emploi. Si on ne peut pas protéger les emplois, on ne peut pas résoudre socialement cette crise. Il faut protéger les emplois. Ou protéger les emplois, il faut protéger les entreprises. Vous comprenez? Quand vous entendez par exemple ce qu'on appelle le chômage partiel en France, c'est un élément qui a été pensé. La flexicurité qui existe chez les autres, c'est quoi? Ça veut dire que pendant que l'économie est en difficulté, il faut prévoir des moyens pour soutenir la situation de l'emploi, pour que notre économie ne plonge pas dans ce qu'on appelle la déflation, mon cher. Et monsieur, la déflation, c'est plus dangereux que l'inflation. En France, on a prévu qu'au sortir de cette crise, ils pourront être à plus de 120% du taux d'endettement du PIB. Alors au Cameroun, quand on est à 38%, on se dit que bon, non, on est à trop endetté. Non, il faut s'endetter quand il faut résoudre un problème social. On doit s'endetter. La dette, c'est quoi? Ça veut dire, vous dites aux gens que, tiens,
vous ne pouvez pas nous payer de l'impôt cette année. Ou alors, vous pouvez ne pas payer dans tel nom pendant telle période. Nous prenons ça à notre charge. D'accord? Prenons ça à notre charge. Pour l'État, c'est un moyen qu'il va dire, c'est un emploi qu'il va devoir financer à travers des ressources. Vous comprenez? Et pour l'État, ce n'est pas une mesure, catastrophique. Non, c'est une mesure salvatrice. C'est pour ça qu'ils doivent très vite prendre la mesure de la chose. Parce qu'une fois que... Parce qu'à un moment donné, nous n'allons pas mourir peut-être de Covid-19, mais nous allons mourir d'autres choses. Nous allons mourir de famine. Les gens vont se manger, je vous assure. Alors, il faut très vite prendre la chose du bon côté. Sinon, nous allons plomber. Alors, Thierry Niamène, vous avez évoqué ce soutien aux PME, celles qui sont spécialisées dans le Made in Cameroun. Nous avons vu à travers les réseaux sociaux et d'autres chaînes de télévision partenaires des jeunes fabriquer par exemple des portiques sanitaires qui permettaient de se désinfecter. Mais chez ce jeune entrepreneur, sans publicité comme chez d'autres, il y a la question des intrants, il y a la question du matériel qui permet d'effectuer une production à, on va dire, de grande ampleur. Il faut donc importer, au-delà des financements, il faut peut-être envisager des ponts aériens entre le Cameroun et d'autres pays pour faciliter l'entrée des intrants, l'entrée du matériel de pointe pour permettre à ces PME de se lancer véritablement dans leur production. Je suis heureux que vous parlez de ce cas de cet ingénieur extraordinaire. Du côté de Bafoussam. Du côté de Bafoussam qui a pu apporter un élément de solution. Vous savez, le jour où nous allons apprendre à aimer le compatriote qui se bat, à soutenir, et soutenir veut dire financer. Et financer, c'est pour donner une production de masse. Il nous a donné les quantités qu'il était capable de produire. Cette ingéniosité ailleurs, il devrait être célébré, c'est un héros. C'est un héros parce que pendant qu'il y avait la crise, il a changé la technologie, ce qu'il produisait, pour apporter une solution directe. Idoine à la situation. Idoine à la situation. Ces portiques pourraient par exemple servir à désinfecter dans les marchés ou les... Où sont nos mairies? Vous êtes en train de parler des intrants, ne vous occupez pas des intrants, faites les commandes. Les intrants vont sortir. Si on fait des commandes dans les mairies, nos élus locaux partent où? Nos élus locaux partent où? Je vous dis, et je vous prends encore notre secteur que vous connaissez assez bien, au niveau du bois. Est-ce que vous savez que si les administrations, une note où on interdit aux administrations d'importer le meuble venant de l'extérieur, vous allez vous rendre compte à quel point, je parle des administrations qui profitent de nos impôts, vous allez voir comment le secteur de la menuiserie du bois va se développer. Seulement dans les mairies, vous allez voir des menuiseries éclater, venir de et tout. Donc il ne faut pas chercher le demi-prétexte en disant est-ce qu'il aura des intrants? Faites la commande, vous allez voir comment il va fabriquer. Ce monsieur, s'il a la commande, il y aura, vous savez, dans l'offre. Et c'est pour ça que quand j'ai parlé par exemple des intrants, de la prime à la performance. Vous allez me demander, il va trouver les intrants où? Déposez un bon de commande à un jeune que vous avez besoin de 5 camions de tomates. Vous allez voir ce qu'il va faire. L'exode rural, pour arrêter l'exode rural, c'est simple. Il suffit de faire des commandes. Il faut que nous apprenions à consommer ce que nous produisons. Et chaque fois qu'un jeune, il n'est pas le seul. Dans d'autres secteurs, nous avons vu des jeunes qui sont en train de sortir des choses extraordinaires. L'histoire même de l'Artémisia où vous voyez tous nos chercheurs, les virologues ou alors tous les grands médecins que nous avons au pays, qu'on arrête d'être docteur, professeur agrégé, uniquement dans les chaînes de télé le dimanche pour pouvoir bavarder. C'est le moment d'agir, c'est le moment de l'action et je vous assure, nous n'avons pas de choix. Je ne sais pas si on a bien compris quand il parle de la récession qu'il y aura ailleurs, et les répercussions qu'on aura chez nous, surtout si on a une économie dépendante, ce sera une catastrophe qu'on n'imagine pas. Et il faudrait qu'on comprenne que aider, soutenir un jeune qui transforme, qui valorise les produits, ce n'est pas la pitié. C'est pour pouvoir protéger le consommateur de demain. Parce que dès qu'une entreprise a fermé, c'est une dizaine, j'ai appris sur les réseaux sociaux que Siemens a fermé. Et Siemens devait construire le tramway, les 18 km de tramway sur Douala.
Voilà. Vous, pour qu'on construise 18 km de tramway dans la ville de Douala, vous imaginez combien de Camerounais sont déjà dehors? Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière eux, 10 personnes par famille sont aussi en train de souffrir. Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne une sous-consommation. Et c'est une sous-consommation, c'est une sous-production. Et ça reprend la chaîne. Et nous serons obligés de chercher à réduire le personnel, ce qui n'est pas le cas. C'est nous qui devons exporter maintenant. Très bien. Alors, nous allons lire un message qui nous vient d'ailleurs d'une ville qui est particulière de par son caractère agricole, un message qui nous vient de Tchan. Salut le studio, je suis d'Espro, amiral Demanou Désiré de Sanchou. Le confinement total va nous donner beaucoup de famine. Nous, les pauvres Camerounais, le gouvernement doit réagir. Ça, c'est un message d'un téléspectateur. D'autres messages arrivent, mais il faut signer vos messages, s'il vous plaît. Donnez-nous votre nom et votre lieu, le lieu à partir duquel vous nous écrivez. Je vous l'annonçais à l'entame de cette émission. Un troisième intervenant nous donnera également sa grille d'analyse sur ce risque de sécurité, ce risque de pénurie alimentaire. L'alerte étant donnée par le Programme alimentaire mondial, il connaît très bien la réalité de l'agriculture au Cameroun, en Afrique. Il nous suit actuellement depuis Paris où il est confiné. Il est ingénieur agronome et il coordonne l'ONG Service d'appui aux initiatives locales de développement. Vous l'aurez deviné. Bernard Djongan interviendra au cours de cette émission. Si la régie elle est prête, on fait la liaison avec la France. Question d'interroger Bernard Djongan par rapport aux assurances du gouvernement, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et celui du Commerce. Le Cameroun pourra-t-il supporter le choc d'une crise alimentaire et quelles sont les solutions que lui, il proposerait, son organisation, pour juguler ce risque de crise? Écoutez, dans ce contexte de Covid-19, vous me demandez si le Cameroun peut éviter une crise alimentaire dans les prochains mois. Je pense que dans le contexte que vous décrivez, il serait difficile que le Cameroun puisse éviter cette crise alimentaire pour la raison essentielle qu'aucune mesure, le Cameroun n'est pas préparé, aucune mesure n'a été prise pour ce cas d'éventualité. Je veux vous faire remarquer que partout ailleurs, pour pouvoir se prémunir contre la crise, les gouvernements ont fait appel aux stocks de secours ou bien aux stocks de réserve qu'ils avaient entretenus dans des magasins, soit au niveau des coopératives, soit au niveau des agro-industries, et dans certains cas même au niveau des industriels, ceux qui font dans l'exportation des produits. Donc ces stocks étaient là, on connaissait la quantité de ces stocks, on connaissait où ça se trouvait et on pouvait les déplacer quand on voulait. Donc ces pays-là ont pris des mesures avant. Or, pour le Cameroun, étant donné qu'aucune mesure n'a été prise, il serait vraiment difficile pour le Cameroun de pouvoir faire face à une crise alimentaire qui adviendrait en cette période de Covid-19. Bon, avec votre permission, je veux revenir sur un événement qui s'est passé la semaine dernière. Vous avez vu autant que moi le ministre de la Santé et le ministre du Commerce recevoir un appui d'une entreprise citoyenne de la place, appelons ça comme ça, de 100 tonnes de riz pour les personnes nécessiteuses dans ce cas de cette pandémie. Alors, 100 tonnes de riz, imaginez-vous, ça fait environ 2000 sacs de 50 kilos. C'est environ une trentaine de millions de francs CFA qui ont été engagés à ce niveau pour recevoir un produit issu de l'importation. Donc, ce n'est pas le riz qui a été produit au Cameroun. À la limite, on se poserait la question de savoir pourquoi les 100 tonnes, ce n'étaient pas les 100 tonnes de macabo ou les 100 tonnes de plantain, ce qui aurait un double avantage, c'est-à-dire ce premier avantage de pouvoir subvenir aux besoins des populations, et des populations nécessiteuses, et ce second avantage de pouvoir contribuer à booster l'économie, tout au moins au niveau des producteurs. Mais tel n'a pas été le cas. C'est pour vous faire remarquer que
le fait de recevoir en appui, en soutien des produits qui sont importés, c'est déjà un signe de l'insécurité alimentaire, du contexte d'insécurité alimentaire dans lequel on se trouve à l'heure actuelle. Et voyez-vous, on est en train déjà d'avoir peur du futur. Et imaginons donc que par rapport à ce futur, il n'y a pas possibilité d'importation. Qu'est-ce qu'on fait? Et quand on importe, le riz ne se trouve pas à la frontière sud ou à la frontière nord, pour qu'on puisse dire qu'en 2 jours de camion, on a le riz dans les points nécessiteux. Il faut 3 semaines de bateau, pour moi, il faut 4. C'est toute une procédure pour pouvoir importer ces produits. Donc, on est lié par le fait que les produits qu'on utilise aujourd'hui pour faire face aux besoins des populations, dans ce contexte où on n'est pas préparé, c'est des produits importés qui en rajoutent aussi au risque. Parce que le moment venu le moment où on aura besoin, on peut ne pas trouver les produits importés sur le marché. Je venais sur cet exemple pour qu'on puisse vraiment comprendre. Il ne faut pas croire que la crise alimentaire, c'est quelque chose qui doit venir par le futur. On la vit, il y a déjà quelques indices. Et ce que je viens de vous présenter, c'est déjà un indice d'un problème d'insécurité alimentaire. Quand on parle d'insécurité alimentaire, il s'agit des cas de figure où les produits existent en quantité, en qualité, et que les gens peuvent y accéder. Ça, c'est important. Donc, on vit déjà une période d'insécurité alimentaire parce que les produits, déjà, ça existe de manière hypothétique. On amène ces produits dans les zones où les populations n'ont pas les moyens de pouvoir y accéder. Donc, on vit déjà un contexte d'insécurité alimentaire. On vit aussi un contexte de manque de souveraineté alimentaire, en ce sens que le produit qu'on utilise pour satisfaire la demande des populations, c'est un produit qui est importé. Donc, on n'a pas la même mise sur ce produit. On n'a pas la même mise sur la production. J'insiste dessus pour que vous puissiez vraiment comprendre. Quand on dit qu'il serait difficile pour le Cameroun de pouvoir faire face, c'est attirer l'attention. Nous convenons tous que dans ces cas de figure, il faut activer ce que nous appelons les mesures conjoncturelles. Il faut importer. Moi qui vous parle, je ne soutiendrai pas qu'on ne puisse pas importer conjoncturellement pour pouvoir sauver la vie des populations. Mais on doit prendre des mesures à travers des mesures institutionnelles, des mesures structurelles pour pouvoir se prémunir. Et c'est ça le sens de la question que vous m'avez posée. Alors, vous continuez, vous demandez quelles mesures spécifiques préconiser afin de préserver la stabilité et la stabilité de la production et des approvisionnements en denrées alimentaires. Mais il faut produire. N'allez pas chercher midi à 14 heures. Le Cameroun a le potentiel pour produire. Il faut produire et abondamment. Il faut produire et abondamment. Quand vous voyez le montant que le gouvernement tchadien, le président tchadien nous l'a dit l'autre jour, le montant qu'eux ils affectent pour faire face aux problèmes de sécurité alimentaire par rapport à cette crise. On pouvait bien imaginer que le Cameroun puisse produire et vendre les surplus de production au Tchad à côté. On a la possibilité naturellement. Donc, il faut produire. Donc, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Maintenant, le problème se situe à quel niveau? Pour produire, il faut anticiper. Nous, on n'a pas anticipé. Nos responsables ont péché par le manque d'anticipation. Parce que la production agricole obéit au calendrier agricole, qui lui obéit aux saisons. Donc, saison de pluie, saison sèche. C'est en saison de pluie, en début de saison de pluie, qu'on sème, dans la majeure partie du Cameroun. Donc, les semis, par rapport au calendrier agricole 2020, se font entre le 15 mars et le 15 avril. Nous sommes aujourd'hui déjà le 15 avril. Donc, en principe, on a déjà traversé la période de semis. Donc, vous ne pouvez pas vous apprêter. Maintenant, vous dites que vous allez dans le champ. Donc, quand je parle d'anticipation, c'est de ça qu'il s'agit. On devrait, en principe, prendre des dispositions pour pouvoir anticiper, préparer une campagne spéciale. Je veux revenir sur ce mot campagne spéciale. On a cette chance que dans la région sahélienne du Cameroun septentrional, la campagne agricole la période de semis va du 15 mai au 15 juin. Donc on a du temps devant nous. Dans la zone forestière, la seconde campagne, la zone forestière bimodale, 2 saisons sèches, 2 saisons de pluie. La seconde campagne va du 15 août,
la période de semis du 15 août au 15 septembre. Donc, on peut bien planifier. Alors, par rapport à cette possibilité que nous avons, et ça rejoint le potentiel dont je vous ai parlé tantôt pour un pays comme le Cameroun, on devrait prendre des dispositions à partir de maintenant, pas demain, pour pouvoir s'assurer qu'on essaiera de produire plus dans les campagnes qui arrivent. Et c'est là où on parle d'opération. Là, on parle de lancer une opération pour produire plus dans les campagnes qui arrivent. Or, on n'a pas de choix. Donc, l'urgence n'est pas négociable par rapport à cette opération, puisque si on loupe la campagne du mois, on a loupé la campagne du mois de mars, si on loupe seul du mois de juin en zone sahélienne, et si on loupe seul du mois de septembre en zone forestière bimodale, on est obligé d'attendre l'année 2001 pour pouvoir envisager se prémunir contre une éventuelle crise par l'accroissement de la production. Et d'ici là, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est ça, donc il y a une urgence qu'il faut vraiment, il faut insister dessus. Il y a cette urgence qu'il faut prendre en compte et accepter. Il y a une double obligation au niveau du calendrier agricole, et puis il y a une autre pression, une au niveau du calendrier agricole et une autre pression au niveau du rythme d'expansion de la pandémie que nous ne connaissons malheureusement pas. Donc ça, c'est une des mesures fortes qu'il faudrait prendre. Bien évidemment, nous avons pensé qu'il faut lancer une opération, parce qu'en fait, on n'en parle pas. Le ministère de l'Agriculture devrait lancer une opération. Il faudrait que les Camerounais savent, il faut qu'ils sachent qu'il est comme ça, au niveau du gouvernement, on a pris la mesure de produire plus, de produire de manière particulière, parce que c'est une opération pour se prémunir contre cette grippe, cette pandémie qui nous menace. Et on devrait communiquer autour de ça. Donc, communiquer, engager les producteurs, engager les collectivités. Nous avons sorti les 10 points sur lesquels, dans un document, les 10 points sur lesquels il faudrait s'appuyer pour pouvoir lancer, dans le cas de lancer cette campagne. Je vous donne un exemple. Il est inadmissible dans le contexte actuel que quand vous circulez dans la ville de Douala, dans les magasins industriels à Douala, vous trouvez des tracteurs. C'est des tracteurs qui sont mis en vente. Donc, dans les présentoirs, vous trouvez des tracteurs. Mais ces tracteurs devraient aller au champ. Donc, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Ces tracteurs ne devraient pas être là. Ces tracteurs devraient aller au champ. Donc, c'est ce qu'on appelle réquisitionner tout ce qui est intrant agricole pour que ça aille dans le champ, vu le délai le temps ne tient pas la gorge, vu ce que le temps ne tient pas la gorge, on ne devrait pas lésiner sur les moyens. C'est pour ça que cette opération doit être décrétée par, moi je voudrais carrément le chef de l'État, qui décrète une opération comme celle-là, qui définit les conditions d'exécution de cette opération et qui met en place un outil qui puisse porter cette opération. Je pense qu'on peut bien le faire et on saurait en tirer les bénéfices. Vous continuez, vous me demandez si au vu des aides qui viennent aux pays d'Afrique aujourd'hui, on ne peut pas, par rapport à la situation sanitaire, on ne peut pas envisager qu'une partie aille dans l'agroalimentaire. Mais ça va de soi. Parce que quand on entend parler de Covid-19, ce qui amène les gens à ne pas respecter les instructions de prévention qu'on propose, c'est parce qu'il faut que les gens mangent. On a affaire à une société où les gens vivent au jour le jour. Vous laissez les enfants à la maison. Vous sortez pour chercher ce de quoi ils vont manger. Quand vous ne trouvez pas, vous ne pouvez pas rentrer. Quand vous rentrez sans ça, votre conscience vous juge. Ça veut dire que l'alimentation a sa place dans la lutte contre la pandémie. Vous ne pouvez pas soigner quelqu'un qui n'a pas mangé. Et comme j'insiste là-dessus, c'est par rapport au manger que les gens sortent d'abord. Les enfants, la famille doit d'abord manger. C'est le B à bas. Donc, en principe, il serait tout à fait normal que dans le cadre des négociations que nos États ont, dans le cadre bilatéral, dans le cadre multilatéral, pour pouvoir renforcer le système de santé, qu'on puisse considérer que l'alimentation, dans le cas d'espèces, ça devient un remède. Un bon pot de yaourt, ça devient un remède. Donc, l'alimentation devient un remède, l'alimentation devient un soin et on pourrait y affecter les moyens. Et tout dépendra de la capacité de nos dirigeants ou de nos responsables à pouvoir négocier dans le cadre de ces subventions. Mais à notre sens, ça devrait être compté parmi les priorités aussi.
pour les raisons que j'ai évoquées tantôt. Bon, voilà un peu, grosso modo, ce que je peux dire par rapport aux questions par rapport à vos questions. Et je ne pourrais partir sans réinsister sur le fait qu'il n'est pas normal qu'un pays comme le Cameroun, avec le potentiel naturel dont il dispose, qu'on puisse avoir faim, qu'on puisse importer autant de riz. C'est pas normal. Quand j'en parle avec mes amis de l'Afrique de l'Ouest, ils se moquent de moi. Et ils sont parfaitement raison. On a tout pour produire, il faut simplement la volonté. Et j'irais même jusqu'à dire que les situations comme celles que nous vivons aujourd'hui avec Covid-19, c'est des situations qui permettent aussi de lancer des opérations qui peuvent dynamiter la production, même dynamiter le développement du Cameroun sur 100 ans. Parce que imaginez que cette opération réussisse. On s'appuiera dessus, l'enseignement tiré sur cette opération, ça va pouvoir nous permettre de renforcer notre tissu de production, de renforcer notre tissu de transformation et de renforcer notre tissu de développement industriel, ce qui nous manque à l'heure actuelle parce que la production est faible. Donc c'est une opportunité. Donc, il faudrait qu'on le sache, c'est une opportunité que le malheur, entre guillemets, nous donne pour pouvoir enfin comprendre qu'il faut investir dans le secteur agricole parce que nous avons le potentiel. Il faut investir dans le secteur agricole parce que c'est le secteur qui préoccupe le plus de Camerounais. Tous les Camerounais mangent. Vous voyez. Donc à Mokolo, quand vous voyez les gens qui vivent au jour le jour, la première chose qu'ils font, c'est d'abord trouver de quoi manger au jour le jour. Voilà, je vous remercie. La riposte. Nous retournons sur ce plateau. Merci à vous, Bernard Djongan. Nous vous avons écouté religieusement sur les questions agraires. Difficile d'ajouter. Mais Thierry Niamel, on a retenu quelques propos chocs de Bernard Djongan. L'urgence n'est pas négociable. Il y a eu un déficit de planification. Un plan d'urgence spécial dans le domaine de l'agriculture pourra dynamiter le développement du Cameroun sur 100 ans. Je m'en voudrais si j'ai quelque chose à réajouter sur ce que Bernard a pu dire, vu son expérience et la bonne connaissance du monde agricole. Je me réjouis aussi du fait qu'il est revenu sur un certain nombre de points que j'ai pu dire ici, qu'on n'a plus le choix. L'heure, c'est d'aller travailler, mais surtout que c'est une opportunité. Mais je suis encore très content parce que quand on a souligné le riz qui a été partagé par une entreprise citoyenne, La Place, et qui était du riz importé, j'étais tellement déçu parce que je pensais qu'on pouvait faire autrement avec cela montre à souhait que si nous comptons sur les autres, parce que dans le diagramme de Maslow, manger, je crois que c'est élémentaire. C'est pour cela que l'État est en train, ou alors les États sont en train de ne pas passer au confinement total, parce qu'ailleurs, confinement total veut dire nourrir la population. Si on est incapable de pouvoir faire des petits rabais, de demander que les factures d'électricité peut-être soient diminuées de 50% ou de 30% ou même de 2%, parce que j'aurais voulu même que le gouvernement nous dise que l'électricité, quand nous payons 5%, sera supportée par l'État, parce que nous savons que dans cette période, c'est assez difficile. Mettons la main ensemble pour pouvoir travailler. Il a dit quelque chose. C'est à nous de comprendre que c'est une opportunité qui pourra nous relancer et de pouvoir subvenir aux besoins, pas seulement de la population camerounaise, mais d'ailleurs, parce que la demande, vous avez vu comment les Chinois profitent de cette demande pour que les usines continuent à produire leur cache-nez. Et ils produisent tranquillement. Hein. Aristide Milord, dans le propos de Bernard Djongan, on note un mal qui est véritablement chronique, une épine aux procédures, aux politiques au Cameroun, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social ou sanitaire, la planification, un mal que le chef de l'État lui-même a très souvent décrié dans son discours, un déficit de planification. Oui, la planification, c'est l'axe majeur du gouvernement. Un véritable paradoxe dans le domaine de l'agriculture, parce que le ministre en place est un homme du domaine. C'est un ingénieur qui a longtemps travaillé dans le secteur agroalimentaire. Oui, ça c'est indéniable. Mais ce qu'il faudrait retenir, c'est que le Cameroun a un déficit de planification dû déjà
à sa dépendance en termes de politique économique. Nous avons une dépendance en termes de politique monétaire. Nous avons eu une dépendance pendant au moins 15 à 20 ans en termes de planification, c'est-à-dire politique budgétaire. Alors, nous savons très bien que sur quoi avaient porté les plans quinquennaux qui ont débuté dans le début des années 60. Alors, les plans quinquennaux avaient pour objectif de planifier l'évolution de l'économie de manière sectorielle. Alors, on pouvait dire que sur 5 ans, on va avoir, par exemple, 60 milliards à dépenser. Dans 60 milliards, il y a 30% qui vont dans l'agriculture, 50% qui vont dans l'industrie, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais après ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Nous sommes entrés dans l'inconnu. Aucune planification. D'ailleurs, le ministère du Plan lui-même avait d'abord été décapité. Quand nous sommes entrés dans les programmes avec les bailleurs de fonds, le ministère du Plan a été décapité. Il n'existait pas. Le ministère du Plan, ce qu'on appelle aujourd'hui le MINPLADAT, le ministère de la Planification, est revenu juste après l'atteinte du point d'achèvement. Vous comprenez? Alors, ça veut dire que le Cameroun s'est réapproprié l'outil budgétaire, a commencé à planifier. Parce que je vous rappelle qu'au début des années 90, le Cameroun a pris son outil de planification, c'est-à-dire que la politique budgétaire, et a remis au bailleur de fonds. Alors, nous sommes revenus à la planification avec l'atteinte du point d'achèvement. On a créé le MINPLADAT. Aujourd'hui, la planification est revenue pratiquement au ministère de l'économie et de la planification. Alors, dire que nous avons un déficit de planification, c'est dire que nous avons des intelligences qu'il faut. Nous avons un déficit d'intelligence, d'accord? Ça veut dire que nous n'avons pas un gouvernement qui est prévoyant, un gouvernement qui ne connaît pas la réalité, un gouvernement qui... Malgré tous les plans, les documents stratégiques, les plans oui, de mais développement... La planification, si vous permettez, M. Sepo, c'est au-delà de... Les documents sont des documents cadres, c'est-à-dire sur lesquels on peut s'appuyer pour atteindre un objectif de court, de moyen ou de long terme. La planification peut prendre sur plusieurs années, c'est-à-dire elle peut porter... C'est à l'État de voir quel est l'objectif qu'il atteint dans cette planification. Un document cadre comme le DSE, c'est celui qui permet d'atteindre une vision bien précise, d'accord? Mais la planification, c'est dans le cadre de la politique économique de l'État. On peut décider qu'en début d'année, qu'on affecte moins de budget dans les dépenses de fonctionnement et qu'on met beaucoup plus d'argent maintenant dans l'agriculture. C'est ça la planification. Dans la production des richesses. Oui, on décide, on tient compte, on dit, bon, voilà ce que nous avons eu. Nous avons les indicateurs, nous avons le sol de la balance, nous avons la consommation, nous avons la demande. On peut évaluer que, bon, qu'est-ce que les Camerounais ont le plus demandé tout au long de cette année? On a tous ces éléments. Quels sont les domaines qui ont été les plus sollicités tout au long de cette année? Alors, nous allons injecter de l'argent dans des domaines comme ceux-là qui sont porteurs et puis propulser la production. Et cela entre en même temps en fait quoi, ce qu'on appelle encourager l'offre. Et en intégrant à ce moment-là la capacité pour les producteurs à pouvoir entrer dans le système de planification de l'État. Vous comprenez? Donc, la planification, ce n'est pas quelque chose de sorcier. Vous planifiez bien votre famille, votre politique à la maison. Alors, ce qui est une vertu pour la famille ne saurait être une folie pour un État. Donc, ce qui fait que l'État aujourd'hui a un déficit de planification. On planifie là où il ne faut pas planifier. Maintenant, une situation comme celle-là, ça c'est un choc asymétrique. On l'appelle de manière... c'est un choc asymétrique, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas prévu, il vient de l'extérieur, paf, qu'est-ce qu'on fait? C'est là où on juge de la capacité d'un État à être flexible, à prendre des mesures, à anticiper pour pouvoir résoudre, non pas de manière directe, mais sur une période, une situation bien précise. Côté tactique, on vanterait la résilience du Cameroun? Non, la résilience de l'économie du Cameroun, ce n'est pas la résilience de l'État. La résilience du Cameroun, c'est la résilience des Camerounais qui arrivent à s'adapter à une situation bien précise. C'est-à-dire que chaque Camerounais arrive à trouver son bout de pain malgré la difficulté. D'accord? Alors, l'État a ce qu'on appelle des stabilisateurs économiques. C'est l'État qui doit pouvoir appuyer sur ces indicateurs. C'est quoi? C'est par exemple le salaire, c'est par exemple le taux de crédit, c'est par exemple la fiscalité. Tous ces éléments sont à la charge. L'État décide sur ça. Alors, simplement avec ces mesures, l'État est capable d'harmoniser la planification sur une longue période. Très bien. Oui, j'avais quelque chose à ajouter là. Je pense que, à la suite de ce que Bernard a pu nous dire depuis Paris, quand on a des situations urgentes, nous avons vu comment dans d'autres pays, par rapport au Covid,
On a même fait descendre, on a fait venir des infirmiers qui étaient déjà en retraite. On a mis l'armée en Ceux qui sont encore sur les bancs, les étudiants venaient donner un coup de main pour qu'on puisse avancer. On a vu l'armée venir donner un coup de main. Et c'est de ça qu'on est en train de parler, agir. Dans l'action aujourd'hui, pour qu'on ne soit pas dans une crise alimentaire, il faudrait même, comme il a dit tout à l'heure, si les tracteurs sont dans des supermarchés en train de vendre, que l'État, avec la force de l'État, réquisitionne pour aller mettre dans les champs, accompagnant avec, concentre le génie militaire en train de préparer les terres arables pour nous permettre de pouvoir produire et qu'on ressente qu'il y a un mot d'ordre. Nous devons produire, et s'il faut produire, qu'est-ce qu'il vous faut? Vous savez, en France, par exemple, au niveau de la récolte des vignes, ils avaient besoin de la main-d'œuvre. Et pendant qu'il y avait la main-d'œuvre, il y avait le confinement où il y avait l'interdiction. L'État a encore utilisé ces moyens pour dire, parce qu'il faut sauver l'agriculture et aller récolter ce qu'il y a des choses, nous ouvrons un couloir sanitaire qui permettra à des jeunes pour pouvoir avoir la main-d'œuvre. Cela signifie agir, cela signifie être dans l'action. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Tous les jours passent, on nous compte uniquement les morts, les décès et ceux qui sont guéris. Maintenant, ceux qu'on a demandé, toutes leurs activités sont en berne. Qu'est-ce qu'on fait? Et si on veut parler, n'attendons pas que les autres produisent pour nous envoyer. Sincèrement, ce sera la catastrophe. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de terre. Bernard Djonga a évoqué une série de 10 mesures proposées par, c'est un homme politique également, proposées par son parti, le CRAC. L'une des mesures que nous avons spécifiquement retenues, qui consiste à instruire et engager les collectivités locales à identifier, à mettre à disposition les terres agricoles disponibles sur le territoire. Dans ce plan de riposte agricole dont il parle, ce plan de riposte agricole spécial, il faut un partenariat stratégique avec les collectivités territoriales parce que ce sont les principaux bassins de production. Oui. Milon. Oui, ça c'est un axe majeur qui entre dans ce qu'on appelle le développement local. Aujourd'hui, les économies se développent par la base. Alors, une initiative comme celle-là est à saluer. Et déjà, je m'étonnerais que jusqu'à ce moment, cela ne soit pas déjà le cas dans les communes, bien dans les collectivités territoriales décentralisées. Pour l'instant, on voit quelques maires déambuler dans les rues pour faire de la sensibilisation. Il faut passer à une autre étape. Il faut passer à l'action. Parce que je vous dis, ce sont les villes qui nourrissent, ce sont les campagnes qui nourrissent les villes. Les centres urbains. Voilà. Alors, il ne faudrait pas que ces campagnes se trouvent en difficulté de production. Alors, des mesures urgentes comme celle-là seraient effectivement la mise à disponibilité des terres pour ceux qui sont déjà en train de cultiver. Et il a bien précisé que nous avons encore des périodes de semis qui peuvent nous permettre d'augmenter la production. C'est là où il faudrait allier la capacité de résilience de l'État pour pouvoir arriver à résoudre, non pas à court terme, mais à moyen terme, une situation comme celle-là. Parce qu'il faut anticiper sur les effets de la crise sanitaire. Les effets de la crise sanitaire auront un effet sur la crise, sur l'économie, en réalité. Parce que le ministre parle de sécurité alimentaire, mais il faut dire parler de l'autosuffisance alimentaire. Si déjà dans ces conditions, les Camerounais arrivent à se nourrir, pour parler de la sécurité alimentaire, parce que la sécurité alimentaire, c'est un palier en plus. Lorsqu'on a déjà suffisamment mangé, on a une petite quantité qui est en réserve. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que sur 2 ou 3 mois, l'État camerounais est-il capable, dans une situation comme celle-là, de nourrir son homme? Pour répondre à cette question, il faut se mettre directement au travail. Les collectivités territoriales qui ont été réélues dernièrement, dont les exécutifs ont été réélus dernièrement, ont pour ma part la possibilité d'entrer dans l'histoire du Cameroun. C'est-à-dire qu'on veut voir des maires qui sont vraiment, je vais dire, opportuns, c'est-à-dire qui prennent des mesures qui vont dans le sens de l'amélioration du développement local. Une mesure comme celle-là proposée par, je ne sais pas, vous avez dit... le CRAC. Le Bernard Djonga, voilà. C'est une mesure salutaire. L'État ne devrait pas... L'État qui est... les collectivités territoriales qui sont un démembrement de l'État. C'est une continuité de l'État. Et dans une situation comme celle-là, c'est l'État qui prend des mesures. C'est ça qu'on appelle les fonctions régaliennes. En cas de sécurité, de crise, l'État doit prendre des mesures. Quand l'État n'est pas là, ça devient de la débandade. Vous comprenez? Donc, voilà une mesure qui est intéressante.
qui pourrait, ma foi, être soumis non plus à une étude par un comité, mais directement par une application sur le terrain. Très bien, prenons un message d'un autre téléspectateur. Parlant de produits alimentaires d'exportation comme le riz, nous avons des sociétés fermées aujourd'hui comme la Soderie à Sanchou. Donc le gouvernement pourrait encourager la population dans la culture du riz et créer une usine de décortiquage. N'oublions tout de même pas que le Cameroun a un sol très riche et des jeunes formés qui ne manquent que d'opportunités. Je connais beaucoup de jeunes ayant fait des centres de formation comme l'ETA et la FASA, mais ne manquant que de financement. Ils restent dans l'agriculture de subsistance. Or, on a un bagage agro-pastoral énorme, des riz ruissellent depuis Sanchou. Très bien, merci cher monsieur. Nous allons prendre une légère transition et nous restons sur la même thématique, mais en nous ouvrant sur la sous-région et au niveau du pays africain. Nous allons évaluer comment les autres pays, quelles sont les mesures prises pour pallier ou pour anticiper sur ce risque de crise alimentaire. Nous prenons une légère respiration et nous revenons. D'accord. Retour sur ce plateau. Rappelons la thématique centrale si vous nous retrouvez à l'instant sur Info TV. Nous parlons du risque de crise alimentaire dans le contexte de la pandémie du Covid-19. Pour cette deuxième partie, nous allons évaluer quelques mesures prises par certains pays. Nous restons dans la sous-région et tout de suite, je vous invite à écouter un extrait du discours du président tchadien Idriss Déby Itno, discours prononcé hier. Discours au sein duquel il propose des mesures très intéressantes pour soutenir sa population en cette période de marasme sanitaire mais également économique. Suivons le président Idriss Déby. La riposte contre l'urgence sanitaire serait vouée à un échec certain. Si toutes les dispositions ne sont pas prises pour trouver une solution immédiate à une autre urgence, tout aussi vitale, c'est-à-dire l'urgence alimentaire. Aussi, dans le but de renforcer le stock de l'Office national de sécurité alimentaire ONASA, une enveloppe minimale de 25 milliards de francs CFA devra être mobilisée. D'ores et déjà, un premier décaissement de 5 milliards de francs CFA est mis à la disposition par le Trésor public pour permettre de lancer les premières commandes de denrées alimentaires. Par ailleurs, j'instruis les ministères compétents à l'effet de mettre en place au plus vite un fonds national de solidarité et de soutien aux populations vulnérables permettant d'élargir et de renforcer les filets sociaux sur l'ensemble du territoire de manière à couvrir d'autres provinces non prises en compte par les projets et programmes actuels et en cours. Très bien, Thierry Niamen, vous avez écouté le président tchadien, 25 milliards, des sommes importantes qui sont consacrées. Il prend rapidement la mesure du danger au-delà de la crise actuelle. Il voit déjà se profiler à l'horizon une autre crise, la crise alimentaire. Ce sont des mesures qui sont salutaires vu les fonds qui sont engagés du côté du Tchad. Oui, vous savez, chaque fois qu'on parle des autres pays, avant nous savions une seule chose, le Cameroun est le plus beau, le Cameroun est le plus fort. Mais quand on regarde les mesures qui sont souvent prises ailleurs, nous, sincèrement, devant d'autres nationalités, on fait un peu profil bas. Latin. Oui. Voilà encore, comme on se disait, une opportunité pour le Cameroun. Je pense que 25 milliards pour les denrées alimentaires, ça veut dire qu'ils ont besoin des produits. Et je crois que notre entreprise, pour moi, je prends ça encore comme une opportunité.
sûrement ils ont des enfants à nourrir là-bas et nous avons suffisamment du travail. Donc, ce n'est que la continuité de ce que nous sommes en train de dire depuis le début. Que chaque pays va chercher à dire j'ai 25 milliards. Si vous ne produisez rien, vous allez dépendre des autres. Et comme nous sommes dans une jungle, parce qu'il faut arrêter de pleurnicher. Les Africains, nous sommes toujours en train de vouloir pleurnicher, de chialer, de dire c'est la faute c'est aux autres. Voilà l'occasion unique où les gens ont de l'argent dans d'autres pays. Et maintenant, les jeunes qui nous écoutent et qui font des produits made in Cameroun, dirigeons-nous au Tchad si c'est là-bas que les gens veulent acheter des produits. Et je pense que cette contagion positive pourra arriver dans notre pays où, quel que soit ce qu'il y a à faire, les entreprises locales bien établies auront l'opportunité de pouvoir battre. Mais comme ce n'est pas une entité unique, que c'est la chaîne, donc il faut penser à celui qui va produire, à anticiper sur les campagnes et de mobiliser. Je peux même vous assurer, s'il y avait par exemple une demande, par exemple de dire que nous savons que pour transporter les produits agricoles dans les bassins de production, c'est compliqué. L'armée va se charger de vous aider de venir vendre ça au niveau de la ville en utilisant les camions militaires pour pouvoir aider. Dans tous les cas, je ne fais pas de la politique, mais quand je suis les politiciens parler dans notre pays, ils veulent faire des communications chocs. Voilà ce que nous avons fait. Voilà ce qu'on a fait. Des communications politiciennes. Peut-être pas politiciennes, mais pour dire, il faut nous engager. Oui, on dit, généralement, l'armée, c'est dans les casernes, mais suite à cette, l'armée va faire ceci pour que nous puissions avoir les produits sur le marché. Bref, donner un coup de main, parce que le génie militaire a des enjeux pour la préparation des terres. Bien sûr. Le génie militaire peut accompagner les gens pour pouvoir avancer, ne serait-ce que dans le transport. Il y a quelque chose à faire au niveau de l'État, et ça, nous attendons qu'on nous donne au moins quelque chose similaire à ce que nous avons suivi du Tchad. Aristide Milor, vous allez dire un mot sur la réaction du président tchadien. J'ajoute juste une information. Du côté de l'Afrique du Sud, on a une enveloppe de 64 millions d'euros destinée cette fois aux petits agriculteurs, ceux qui sont investis dans l'agriculture de subsistance pour des filières telles que les légumes, telles que l'élevage. Quand on écoute le président tchadien, on suit les mesures qui viennent du côté de l'Afrique du Sud, on a le sentiment que là-bas, on prend à bras le corps la question de, on va dire, la résilience alimentaire. Oui, c'est pour anticiper en effet sur ce qu'on appelle la crise sociale. Une chose est sûre, c'est qu'une crise sanitaire va laisser des séquelles. Et l'un des éléments, l'un des pans les plus fragiles, c'est la société. D'autant plus que nous avons une société, nous avons des sociétés des plus fragiles dans le monde. C'est-à-dire que là, on parle vous vous rendez compte que nous sommes dans une époque où les victimes en termes de Covid sont beaucoup plus recensées en Occident, mais les programmes, les organisations multilatérales s'inquiètent sur la question de l'alimentation et de la faim en Afrique. Vous comprenez que l'un des éléments qui sera le plus touché, c'est l'aspect social du point de vue alimentaire. 100 millions de personnes menacées de famine selon le Fonds alimentaire mondial. Mais bien sûr, et cela est une conséquence majeure. Je pense qu'une des solutions qui sont plus comme celle-là, c'est dans l'optique, en effet, de pouvoir anticiper sur la crise sociale. Vous comprenez? Alors, l'État camerounais, nous avons cette chance que nos pays de l'Afrique subsaharienne, pour le moment, et je crois que c'est une grâce, ne sont vraiment pas inquiétés, ou bien de manière générale, par le Covid-19, n'est-ce pas? Ce qui fait que nous avons la possibilité d'aller au champ. Puisque les frontières sont fermées ailleurs, ça veut dire que les pays qui s'inquiètent aujourd'hui, comme le Tchad et le Gabon et tout ça, se disent que nous n'aurons plus à manger la nourriture qui vient de l'Occident. Mais c'est l'occasion pour nous de produire et de leur donner à manger. C'est ça qu'on appelle la relance. Une relance d'opportunité. Ce n'est pas une relance parce que quand en situation d'équilibre, de la situation normale, nous ne pouvons pas penser une chose comme celle-là où nous allons aller produire, par exemple, aller vendre la nourriture à l'Algérie et tout ça. Mais voilà une situation où nous pouvons le faire.
nous allons vraiment en profiter. Nous allons prendre la situation à bras le corps. Des mesures comme celle-là, c'est que nous sommes en train de dire que mettons Bernard Dionga a dit quelque chose de clair. Hein? Il a dit nous avons encore du temps devant nous. Nous avons la période sahélienne qui va du 15 mai au 15 avril, n'est-ce pas? Du 15 avril pratiquement vers le 15 juin. Nous avons les premiers semis dans les zones comme celle-ci qui sont déjà opérationnelles. Et puis, à partir de la deuxième semis, c'est à partir du mois entre août et septembre. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que voilà donc l'opportunité que nous a donnée pour pouvoir augmenter la production. Vous comprenez? On doit mettre les éléments, ça c'est du côté agricole, on doit mettre les éléments au sol, démultiplier les quantités pour que, au sorti de 2019-2020, que nous ayons une production abondante. Alors là, nous allons améliorer notre sol, la balance commerciale, parce que n'oubliez pas que si nous arrivons à produire et que ça se fera ailleurs, les prix vont augmenter. Nous allons gagner en termes de compétitivité, nous allons gagner en termes de volume d'exportation et puis nous allons améliorer nos balances commerciales. C'est là où il faut penser à relancer l'économie. Et de l'autre côté, c'est d'améliorer au niveau même local, n'est-ce pas, de faire passer cette agriculture, cette agriculture qui est, à mon avis, rudimentaire, parce qu'il s'agit de produits en matière première pour la faire consommer ailleurs, passer donc aussi facilement à l'agro-industrie pour pouvoir faciliter et transformer tout ce qui est importé maintenant en produits d'exportation, en produits de consommation, produits locaux made in Cameroun. Cyril, il y a une question qui vous est adressée d'un téléspectateur qui nous suit, que vous connaissez certainement. Eric Epounaï nous écrit depuis Yaoundé ici. Il s'insurge contre les attaques toujours permanentes, aussi véhémentes contre l'État. Il dit la SEMRI dispose de 11 000 hectares aménagés. Où est le secteur privé? C'est ce même secteur privé qui préfère importer massivement et occuper le marché. Les sites sont là, mais on ne voit pas le secteur privé. Cela vous concerne au premier chef. Vous savez, je ne voudrais pas entrer dans une polémique qui ne nous apporte absolument rien. Et c'est malheureux. C'est une réflexion. On fait un retour pédalage sur le Cameroun. Cela vaut également pour d'autres pays. Que pour un développement, il n'y a pas un seul secteur qui y va. Ce n'est pas tout le monde qui ira à se mettre au niveau de la SEMRI. Je sais une seule chose. Nous ne parlons de résultats que si on l'a au niveau des grandes surfaces. Bien sûr. C'est là-bas ce n'est pas de nous dire le nombre de surfaces qu'on a au niveau de la SEMRI. Si vous voulez, vous allez produire, les autres ont produit, mais on n'a pas pu les acheter. Je crois qu'il y a eu des images qui ont circulé sur la toile, comment des stocks de riz étaient. L'essentiel, c'est de donner l'opportunité à ces privés de pouvoir avoir accès au marché. Si le marché est plombé, quel que soit ce que vous allez faire sur ces 5 000 hectares, vous n'allez pas avoir de solution. Et je pense que dans ce qu'il dit, il est en train de jeter une réflexion où on n'a pas demandé à l'État de produire. Nous ne demandons pas à l'État de produire, on demande à l'État de mettre des moyens d'accompagner ce secteur pour que ce soit fait. Est-ce que vous savez que, et je l'ai déjà dit à la dernière session, par rapport au Covid, on s'est rendu compte que les fraises qui étaient importées, les fraises en France, les fraises d'Espagne, qui devraient revenir en France, on a interdit l'entrée des fraises espagnoles en France pour permettre aux fraises françaises d'être vendues. Ça veut dire que si vous voulez que les choses évoluent, il faudrait encadrer. Des mesures exceptionnelles. Ils ont fait ça sur le riz, sur le sucre. Vous savez qu'un des producteurs, d'un grand producteur de sucre a simulé ou alors a dit qu'il devrait faire faillite si on continue à importer le sucre. On a fermé les importations et on est en train de vendre carrément le sucre qui est produit localement. Donc si on voudrait que les choses se passent et que les agriculteurs, les jeunes partent dans les champs, il suffit qu'on sente qu'il y a une demande forte en ville. S'il n'y a pas de demande forte en ville, ils vont revenir en ville et s'asseoir tranquillement. C'est là d'où la pertinence de la question de la demande. Parce que c'est l'un des éléments sur lesquels
il faut beaucoup s'appuyer. C'est que la demande, en fait, c'est la demande de consommation qui intègre directement la production. Parce que si cette demande-là n'augmente pas, ou bien si elle fléchit, parce qu'il n'y a pas suffisamment de revenus, on va s'engouffrer. Alors, le jugement que vous portez sur les entreprises locales n'est pas, je veux dire, la question qui a été posée là, n'est pas... Sur les sites aménagés de la CEMRI qui attendent investisseurs côté secteur privé. Oui. Bon, vous savez, l'État est entré dans une vaste campagne qui, ma foi, va lui coûter beaucoup de plumes. Et nous versons beaucoup de plumes dans ces subventions des entreprises publiques qui tournent à perte pendant plusieurs années. Il faut vraiment laisser la possibilité au secteur privé de pouvoir tenir l'économie. C'est de ça dont il est question, la préoccupation de Serge-Éric Epounet, c'est effectivement que le secteur privé vienne investir sur les sites aménagés de la CEMRI. Mais est-ce que c'est pas le secteur privé qui va quitter pour venir aménager la CEMRI? Non, c'est même possible. Dans ce cas, c'est possible. Les sites sont déjà aménagés. Les sites sont aménagés, mais vous allez produire un riz que vous êtes incapable de vendre. C'est de ça qu'on parle. Justement, et c'est ça. Si le riz importé se trouve dans les rayons à des prix tellement démocratiques, ne tenant pas compte d'une qualité, vous allez passer toute votre vie là-bas à la CEMRI. Vous ne pourrez pas vendre. C'est la question de la compétitivité. Il faut fermer les frontières, donner la possibilité, parce que nous avons toutes les raisons. Aujourd'hui, en raison du Covid-19, on peut décider n'importe quoi. Il suffit de dire que nous n'acceptons plus, ou tout du moins nous, tant qu'on a une solution locale, nous n'importons pas. Aussi simplement. Ce que je voulais dire est simple et sèche. C'est que ce qu'il dit, c'est fondamental. Et la préoccupation de l'auditeur est fondamentale aussi. Oui, du téléspectateur, c'est aussi fondamental. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les États pratiquent ce qu'on appelle les barrières tarifaires non douanières. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nous intégrons les questions de normes. Je ne sais pas à quoi c'est l'ANOR au Cameroun. Parce qu'en réalité, l'ANOR devait dire que tous ces produits qui entrent doivent respecter une certaine norme qui est camerounaise. Une norme de protection. Oui, je ne sais pas si... Parce que c'est eux qui décident finalement de ce qui doit entrer. Parce que je ne sais pas si... Quelle norme pour nous empêcher de travailler. Voilà donc effectivement un élément sur lequel on peut embrayer pour stopper totalement les importations. Il faudrait s'arrimer aux normes camerounaises. Si vous n'arrivez pas à le faire et que vous mettez plutôt la pression sur les entreprises locales, mais vous tuez l'industrie locale. Parce que vous mettez les entreprises locales en difficulté et vous permettez aux entreprises extérieures de pouvoir prendre le marché. Donc c'est une question, quand on parle du protectionnisme américain aujourd'hui, le pays le plus libéral, le capitalisme, mais qui entre dans le protectionnisme. Mais pourquoi? C'est parce qu'on s'est rendu compte que c'est l'économie tout entière qui est mise en difficulté. Il faut prendre des mesures exceptionnelles. Donc c'est juste pour embrayer à cette question. Très bien, nous allons lire quelques messages de nos téléspectateurs. Bonsoir Info TV, vraiment c'est une insulte à l'encontre des Camerounais quand notre gouvernement ici au Cameroun débloque 1 milliard pour la riposte contre le Covid-19 et avec même un très grand retard de riposte et que le Tchad n'est qu'à son 3e cas de malade de Covid-19 et débloque 25 milliards alors que financièrement le Cameroun est plus avancé que le Tchad. Ça montre tout simplement que le régime en place au Cameroun a tout simplement échoué depuis longtemps dans sa gouvernance, ce qui est la cause de son impopularité car les Camerounais en majorité ne font plus confiance à ce régime. C'est pour cela que la cotisation lancée par... On ne va pas entrer dans des débats politiciens. Merci à vous Erico, vous nous écrivez depuis Konsamba. On va prendre un autre message. Annulation des dettes payées africaines par la France. La colère d'un intellectuel. Vous pouvez signer vos messages, s'il vous plaît. Bonsoir, moi c'est Mamadou Bouba depuis Yokadouma. Nous vous saluons. Je participe à ce débat. Je demande pourquoi on ne fait pas le confinement entre les régions aussi, c'est-à-dire la limite entre les régions touchées et non touchées. Il faut que l'État pense aussi à ce problème. Une question purement d'ordre sanitaire. Au-delà des préoccupations sanitaires immédiates, des impacts à court, moyen et long terme sont attendus sur le système alimentaire et sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le Covid-19 a des impacts directs et indirects, ce sont des effets véritables, dépendent de la situation de base des communautés des pays
et des régions ainsi que leur résistance au choc. L'aggravation de la sécurité alimentaire peut faciliter la propagation de la pandémie en affaiblissant les malnutritions, en influençant l'état du système immunitaire, réduire la capacité à prévenir et à combattre les maladies, y compris les maladies infectieuses. Donc la crise alimentaire peut engendrer d'énormes impacts dans la vie humaine. Merci à vous Abdel Marouane depuis Ngaoundéré. On rentre dans la sous-région ou au niveau de la région Afrique. Pour les experts de la Commission économique africaine, cette pandémie est une grande opportunité pour l'accélération de la zone de libre-échange continentale africaine. Elle devrait normalement être effective à partir du 1er juillet. On a le sentiment que certains pays, c'est le cas dans la sous-région Afrique centrale, qui ferment leurs frontières, rament plutôt à contre-courant. Mais pour les experts de la Commission économique, il faut ouvrir les frontières et laisser la libre circulation aller de l'avant, notamment la circulation des marchandises. C'est une opportunité qu'il faut saisir. Le taux de pénétration entre les pays africains, du commerce intra-africain, il est le plus bas au monde de 15%. Il est question de le relever au moins à 70%. Thierry Niamey. Oui, vous entrez là dans vous savez, dans cet embryo qui défait la chronique depuis des années et personne ne réagit. En fait, c'est que nous ne sommes pas libres. Parce que si nous ne nous battons pas, nous ne serons jamais libres. Il est impensable que vous voulez prendre un billet d'avion pour aller au Congo, pour aller au Togo, pour aller... c'est plus compliqué que de se retrouver à la métropole. Vous voulez prendre un train, dès que vous arrivez, vous savez que la dimension des trains, ou alors la largeur des trains entre le Cameroun et le Congo, c'est pas la même chose. La largeur des trains fait pas la même société. Ça veut dire que c'est à dessein, et je pense que les décideurs sont au courant que c'est une manière de dire qu'on ne voudrait pas que les marchandises transitent d'un côté ou de l'autre. Et je vois, il y a des routes pour pouvoir lier un peu, et on ressent l'économie qui est en train de bouger. Mais vous avez dit que les experts sont unanimes. C'est une opportunité idoine pour que les gens comprennent que la solution, que l'Afrique, qui a été morcelée par des semi-indépendants dont on fait la promotion, en réalité, est-ce que vous pensez que pour pouvoir vendre au Gabon, nous avons cette possibilité que les marchandises passent sans qu'il y ait de contrôle? Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest nous montre des exemples. J'y étais jamais, mais il y a des amis qui quittent le Togo, arrivent à Abidjan sans un contrôle de police. Ouais. Mais il suffit seulement que vous êtes en train de descendre, même dans le propre pays, et vous trouvez des choses. Donc je pense qu'il faut que nous ouvrons les yeux et de dire, et j'ai suivi certaines personnes de l'Union africaine qui comprennent bien les enjeux. Et je vous dis encore, il y aura un après Covid-19. Dans la manière de comprendre, parce que le Covid a montré que nous sommes si vulnérables, et Dieu soit loué, nous sommes les moins touchés, mais nous risquons de mourir plutôt de famine. Parce que les autres sont en train de mourir de Covid, mais nous, ça peut être plutôt l'inverse. Le Covid ne pourra pas tuer mais les gens pourront mourir plutôt de famine, parce que nous allons dépendre de ceux de qui on dépend, sont en difficulté. Donc ça veut dire que nous ne sommes plus libres. Et cette liberté, ça s'arrache au prix du travail et au prix de la détermination. Aristide Milol, les présidents africains, les États africains pourront saisir cette opportunité, ce train du développement, lancer véritablement la machine de l'intégration économique, du commerce intra-africain, tel que prévu dans la perspective de la zone de libre-échange continentale. Bon, moi, je vais vous dire simplement que, de mon point de vue, cela reste encore une chimère. Parce que lorsque... Vous n'y croyez pas à cet agenda du 1er juillet? Non, je n'y crois plus. Pourquoi? Parce que l'Union africaine, qui vit aujourd'hui sous les cendres de l'Organisation de l'Unité africaine,
a d'abord été l'objet de plusieurs problèmes à sa création. La question que vous entendez quand vous entendez parler du club du Monrovia, du club de Casablanca, c'est ça tout le problème. N'oubliez pas qu'il y a un plan d'action de Lagos qui a été mis sur pied. Un plan d'action de Lagos qui a été mis sur pied qui divisait l'Afrique en 5 régions, hein, qui devait aboutir à une union africaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a eu la CEMAC, il y a eu tous ces trucs-là dont on ne connaît pas exactement le fondement et le fonctionnement, qui a créé des imbroglios dans le fonctionnement du plan d'action de Lagos. Alors, tous les chefs d'État savent ça. Ils savent quelle est la situation, qu'est-ce qu'il faut faire comme mesure. Mais ils ne le prennent pas. Vous avez juste à voir ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest avec la question de l'écho. Mais vous comprenez directement qu'il y a un problème dans la collaboration des chefs d'État de la sous-région. Et moi, je comprends qu'il soit... Une initiative sous-régionale alors qu'un projet d'union monétaire à l'échelle africaine prévu à l'horizon 2034. Oui, non seulement ça, en marge même de ça, c'est que ces pays se sont arrangés pour avoir une monnaie unique. Mais c'était de manière quand même fallacieuse qu'on a vu un président de la Côte d'Ivoire à côté d'un président français qui déclare déjà que nous sommes à l'écho, et pendant que la commission de l'Afrique de l'Ouest, de l'Organisation de l'Afrique de l'Ouest, dit que cet écho dont on parle là, nous ne le reconnaissons pas. Tel que s'il est élaboré, tel qu'il se dit, nous n'allons pas entrer là-bas. Le Ghana dit déjà que moi je n'entre pas. Le Nigeria dit déjà que moi je n'entre pas. Vous voyez? Pourtant, ça a été pensé de manière sage au départ. Le problème avec ça, c'est que les experts disent toujours des bonnes choses, mais ce n'est jamais ce que les experts disent qui est mis en application. C'est ça tout le problème de la géopolitique qui gangrène le fonctionnement des économies d'Afrique subsaharienne. Je parle d'Afrique subsaharienne parce que, de l'autre côté, eux, ils s'en sortent encore mieux. L'Afrique subsaharienne a un problème véritablement dans la programmation de son agenda politique et même de son agenda économique. Il y a un problème parce que tous ces accords, toutes ces collaborations bilatérales, tous ces plans multilatéraux ont amené ces pays à ne plus voir l'horizon tel qu'eux y pensent. Aujourd'hui, quand un chef d'État arrive, tu as comme l'impression que c'est celui-là que le bon Dieu est arrivé. Mais quand il arrive, boum, il fait face à cette situation. Vous n'aurez qu'à voir ce qui s'est passé avec le président Talon. Mais quand il est arrivé, il avait des très bons projets. Mais quand il est arrivé, il s'est bloqué face à la CEDEAO et face à l'UEMOA. Il s'est bloqué. Mais là, il est resté tranquille. Vous avez suivi l'intervention qu'il avait faite avec, je ne sais pas, une chaîne étrangère, française. Lui, il avait dit ce qu'il pensait. Mais attends, 2 semaines après, le président Ouattara et le président Macky Sall ont démenti ce qu'il a dit, en disant que non, nous n'avons pas en vue la sortie du pacte avec la collaboration avec la France. Il a dit, alors que le président Talon avait dit devant les antennes d'une chaîne française que lui, eux, avec ses pairs, ils sont en voie de sortie. Donc, la collaboration, la zone de libre-échange africaine, c'est quelque chose d'intéressant. Les experts ont pensé, mais je vais vous dire que le plan d'action de Lagos a été aussi pensé. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'a toujours pas été mis sur pied. C'est dommage. Très bien, nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous disons merci à vous, Aristide Milol. Merci, M. Thierry Niamey. On espère que Info TV sera de la partie de la célébration des 20 ans de votre entreprise. C'est un souhait, nous étions obligés de repousser cet événement. Après la pandémie. Après la pandémie, nous pensons que nous allons célébrer ces 20 ans de qualité au service du Made in Cameroun. Très bien, nous disons un merci spécial aux collaborateurs qui nous ont assistés tout au long de cette émission. Janvier Kenge à la régie et Jacques Bitié-Bia et Saliou ici en studio. Cette émission était placée sous la coordination du directeur Valère Bertrand Bessarala et la supervision générale du président directeur général Dieudonné Vin. N'oubliez pas, chers téléspectateurs, les moments de crise produisent un redoublement de vie chez les hommes. Vous servir est un devoir, votre fidélité, mesdames et messieurs, est un privilège. Restez fidèles au programme d'Info TV, que Dieu vous bénisse, protégez-vous, à très bientôt.